Good afternoon, everyone. You're welcome to join us in this midday bilingual newscast on Equinox Television. Nathan Yambo, good afternoon. Bonjour, Innocent Nazé, mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, ce drame, un jeune élève se suicide après son échec au BEPC. La scène se déroule au quartier Bagna, ici dans le 5e arrondissement de la capitale économique Douala. Le jeune Tinda Cabrel, âgé de 16 ans, a donc choisi de mettre fin à ses jours en buvant de l'eau du Javel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et toujours à Douala, les problèmes fonciers font rage. Du côté de PK21, les populations du 28, les populations du village Tondé sont en manifesté le mécontentement après l'annonce d'un déguerpissement de la terre par un particulier. Ce dernier donc envisage de réaliser un projet d'envergure. D'autres précisions avec Innocent Abega et Kediara. Les populations du village Tondé Carrefour, à PK28, sont en rogne et crient à l'expropriation de leurs terres. Nous avons fui toute la ville pour venir nous installer ici. Alors si maintenant on nous fait partir d'ici, c'est pour aller nous installer où? Si c'est le gouvernement qui nous enlève, nous ne sommes pas contre le gouvernement. Nous disons au gouvernement de venir, même pas nous consulter, mais de venir nous dire que nous vous enlevons ici. Quelqu'un ne peut pas venir comme ça, tout d'un coup arracher nos terrains comme ça. Nous ne voulons pas la guerre. Voilà pourquoi nous interpellons l'État pour venir encore. Voici encore un autre problème qui peut amener des gens à la révolte. Et c'est ce que nous ne voulons pas. À l'origine de cette manifestation pacifique, un projet de construction de maisons de repos pour personnes âgées qui menacent dangereusement de les laisser à la rue. Cette femme, nous ne savons pas là d'où elle vient. Elle est ici, ça fait 11 ans. Elle veut s'emparer de tous les terres. Elle parle d'une concession que l'État lui a donnée. D'autre part, elle nous dit qu'elle fait partie de l'Église catholique, les sœurs de l'oratoire. De l'autre côté, elle nous fait parler des concessions des personnes âgées. Et aujourd'hui, on nous fait comprendre que la place, c'est le DUP, donc c'est le domaine de l'utilité publique. Il s'agit de terres régulièrement occupées et entretenues par des riverains qui affirment avoir commencé à les occuper au début des années 68, il y a exactement 52 ans. Nous avons mis en valeur ces terres. Il y a des mises en valeur probantes, c'est-à-dire les palmiers et autres arbres fruitiers qu'on peut découvrir. Les autorités en sont conscientes. Alors dit que lorsque on demande une concession, il faut qu'on sache s'il n'y a pas de mise en valeur ou s'il n'y a pas de titres fonciers sur cette parcelle. Dès lors qu'il y a des titres fonciers, des mises en valeur, il ne peut pas avoir de concession possible. Les populations du village Tondé Carrefour en appellent à l'intervention du président de la République. Et une catastrophe naturelle plane sur la cité balnéaire de Kribi, dans la région du sud du Cameroun. Avec les fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours sur la ville, la mer fait de plus en plus pression et des vagues géantes ont provoqué une érosion sur la route nationale numéro 7 qui dessert la cité balnéaire. Joseph Abena, reportage. C'est une situation dramatique que vit la cité balnéaire de Kribi. Avec l'arrivée des fortes pluies, la mer fait de plus en plus pression sur le continent, mais également cette action anthropique qui finit par fragiliser la côte. Bon, mais il faut dire que c'est une situation très inquiétante dans la mesure où elle met en difficulté et en danger même nos populations, surtout celles qui se trouvent logées face à la mer et même ceux qui essaient d'exploiter au niveau avant le lycée, au niveau du débarcadère. C'est quand même de nos populations qui se battent à ce niveau. Vous êtes sans ignorer que depuis quelques jours, la mer, comme vous le dites, fait des avancées très inquiétantes. Et il nous a été rapporté qu'elle a même traversé la route. Vous avez vu l'autre côté, c'est les pirogues qui se trouvaient en bordure, surtout de l'autre côté du débarcadère. Vous comprenez que ça devient une situation très compliquée. La conséquence de ces actions, c'est cette route nationale numéro 7 qui est désormais menacée et les beaux plages restent juste de l'histoire. Ça fait 40 ans de Kribi, il faut l'avouer. La plage était très loin de nous. Je
peut dire qu'on était à près d'1 kilomètre de la plage et nous voyons la plage de loin. Aujourd'hui, la plage est sous nos portes. Ça fait que la mer avance et avance considérablement. Ça fait peur. Je crois que les autorités sont en train de prendre disposition pour que quelque chose soit fait. Nous avons vu déjà qu'ils ont mis des plats pour qu'on cesse d'enlever du sable dans la mer pour que la mer puisse conserver un tout petit peu de protection. Pourtant, cette dégradation environnementale avait été prévenue il y a plusieurs années par la mission d'études et de l'aménagement de l'océan. Depuis plus de 4 ans, nous avons procédé à des relevés avec la participation des étudiants de l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi. On a procédé à des relevés d'une thème, c'est-à-dire à Campo, de Campo jusqu'à la limite de la côte de Kribi. Et nous avons constaté le retrait du trait de côte. Ce phénomène s'accentuait. Et nous avons également attiré l'attention de notre tutelle technique à ce sujet. Nous avons sollicité pour mieux vérifier, avoir les chiffres et les données exactes. Nous souhaitions mettre des caméras à certaines plages. L'époque où la mer était à des kilomètres des plages est un lointain souvenir. Aujourd'hui, si rien n'est fait, la ville balnéaire de Kribi ne sera plus la ville la plus belle du Cameroun. Les vagues auront détruit tout à leur passage, y compris la nationale numéro 7, ainsi que d'autres infrastructures touristiques de cette cité. Sur les berges de l'océan Atlantique, à Kribi, pour Equinox, Joseph Abenabena. Et sur place à Douala, après les graves inondations qui ont provoqué d'importants dégâts matériels, les populations victimes reçoivent des appuis durement frappés par cette montée des eaux. Elles ont reçu du matériel de couchage du gouvernement, une assistance d'urgence, alors qu'il se pose la question des réformes du plan d'urbanisme à l'origine des fortes intempéries dans la ville de Douala. Georges Mitterrandam et Donald Brice Kamgan. Des matelas, couvertures, savons et huiles végétales, des biens au profit des riverains de la vallée Bessengue dans le premier arrondissement de Douala. Ils ont tout perdu dans les inondations du 21 août dernier. Les eaux ont débordé le drain construit dans cette zone. Ah oui, je suis très content parce que le geste que le chef vient de poser, c'est un geste d'un véritable père de famille. Nous sommes à la vallée Bessengue, on a perdu beaucoup de choses. Oui, parce que l'eau est entrée subitement et ça a ramené beaucoup de choses. Ce sont 255 riverains du drain de la vallée Bessengue qui reçoivent ces appuis. Une centaine de bénéficiaires également au Bois des Singes et à Youpoué dans l'arrondissement de Douala 2e, zone très frappée aussi par la montée des eaux. Surpris dans cet événement suivi et soudain, les populations sont désemparées. Le chef de l'État, à son habitude, a eu cette vision suffisamment gracieuse. Le préfet du département du Vouri, Benjamin Boutou, coordonne personnellement la distribution des biens. L'autorité administrative rappellera la nécessité pour les populations de libérer les drains et les zones à risque. Non, il est question de libérer les drains. Le maire de la ville s'y emploie. Bon, c'est aussi l'occasion pour moi de toujours inviter les populations à respecter ce que les autorités locales leur disent. Hein? Nous leur apportons des conseils, mais bon, ça entre ici, ça ressort là. Là, le maire, il a décidé de faire libérer les drains. Bon, d'ici quelques jours, vous allez encore apprendre que oui, bon. Mais il faut le faire parce que nous préférons encore que les gens, à un moment donné, soient un peu courroucés. Mais il vaut mieux les avoir courroucés que de les avoir morts. Les violentes inondations du 21 août ont affecté environ 5000 personnes à Douala, d'après des données officielles. Alors que la météo s'annonce toujours grincheuse, une cellule de veille régionale est sur pied. Elle est chargée d'assurer le monitoring et de coordonner les interventions de crise. Les autorités municipales sont invitées à organiser les réformes attendues en matière d'urbanisme.
Et rendons-nous à présent dans la région de l'extrême nord Cameroun, les populations de Marois menacées par une famine. Face à l'inflation sur le prix du mil, plusieurs cas de malnutrition sont enregistrés. La cause, l'exportation abusive de ces denrées alimentaires vers le Nigeria. Le reportage de Jean-Paul Chouniat Amadou Daïro. En l'espace de 5 mois, le prix du mil est passé du simple au double dans la région de l'extrême nord Cameroun. Aliment le plus consommé dans cette partie du pays, le sac de mil jaune qui coûtait 9 000 francs vaut désormais 22 500 francs CFA sur les marchés. Dans certaines zones-là, un sac de mil à la récolte coûtait 6 000, 7 000. Actuellement, c'est 22 000. Je prends l'exemple du maïs. Un sac de maïs, maintenant, là, c'est 22 500. Vous voyez, c'est difficile pour un père de famille. Donc c'est pourquoi la famille est entrée partout, mais on n'arrive plus à se nourrir. Dans la ville de Marois, les ménagères n'en peuvent plus. Elles aussi, dépassées par cette hausse vertigineuse du prix du mil jaune qui impacte sur sa vente au détail. La tasse de mil jaune vend à 300. La tasse de mil rouge vend à 200. C'est pour cela qu'on préfère de manger le mil rouge, parce qu'on ne dispose pas de moyens. Maintenant, c'est la famille qui se dessine à Marois. Et sur cette inflation devenue incontrôlable, producteurs et populations de l'extrême nord Cameroun accusent les commerçants étrangers qui lèvent les enchères sur le marché, achetant à prix d'or l'essentiel de la production locale de mil jaune. Au moment de la récolte, c'était à 10 000 francs, le sac de 100 kilos. Mais les gens de Mokolo viennent avec l'argent, ils achètent, ils ramènent ça directement au Nigeria. Donc c'est ça qui cause la famine. On a soumis les problèmes aux autorités, mais les autorités n'ont pas réagi. Le gouvernement est en partie responsable parce que nous avons libéralisé le commerce. On ne peut pas interdire. Ouais, maintenant, chacun peut mettre son prix comme il veut. Le gouvernement n'a plus le contrôle sur le prix. Se contentant des miettes de mil jaune presque hors de prix dans les marchés, les ménages se ruent sur le mil rouge, un produit de seconde zone dans la consommation céréalière, un aliment 2 fois moins nutritif pour les enfants. Nous, on vivrait comment? On vivrait comme les moutons. On vivrait maintenant comme les moutons parce que les enfants n'arrivent même pas à manger bien. Quand on dit que c'est les palus, ce n'est pas les palus. Chez nous, ce n'est pas les palus. D'abord, c'est des menaces parce que les enfants ne se nourrissent mal. Tout de là, on parlait de ça chaque fois. Les autorités n'arrivent même pas à résoudre ces problèmes. Nourris au mil rouge depuis des mois, des milliers d'enfants souffrent déjà de malnutrition. Le nombre d'hospitalisations ne cesse d'augmenter dans les formations sanitaires de la région. Si ceci encore amène certaines complications à certains enfants qui ne sont pas habitués à manger du mil rouge, donc ils développent d'indigestion, de diarrhée, de constipation, ce qui est en train d'amener des enfants à l'hôpital à cause du changement du repas. Et face à une exportation sauvage d'un mil jaune riche en éléments nutritifs et vitamines nécessaires à la croissance des enfants, l'extrême nord redoute une famine généralisée qui pourrait décimer les populations de cette partie du Cameroun. Non, la famine se dessine parce que même le climat ne nous permet pas. Jusqu'à présent, il ne pleut pas ici. Vous voyez que les prix vont continuer à grimper parce qu'il ne pleut pas. Et si l'État ne fait pas quelque chose pour ça, ça va aller plus que ça. Ça, c'est clair là-dessus. Pour combattre la surenchère autour de la commercialisation frauduleuse du mil jaune, la délégation du commerce pour l'extrême nord a pu faire ce qu'elle peut. Hélas, le phénomène persiste. La difficulté que nous avons observée lorsque nous tentions de mettre hors d'état de nuit les Nigérians qui procédaient à des achats massifs, c'est qu'ils ont des interfaces camerounais. Et la difficulté, c'est que généralement, ils n'avouent pas leur filiation avec ces Nigérians. Alors, nous sommes obligés de procéder à des enquêtes avec le concours des forces de maintien de l'ordre et autres. Inquiets désormais pour leur survie, pour les jours à venir, les populations de l'extrême nord Cameroun appellent le gouvernement de Paul Biya à accorder des subventions aux agriculteurs en vue de garantir une production à grande échelle du mil jaune dans toute la région. On fait des tracteurs, les tracteurs restent au niveau de Yaoundé. Est-ce qu'à Yaoundé peut nourrir le Cameroun? On dit agriculture de seconde génération. Et quand on continue à labourer avec les charrues, les bœufs, là, on va atteindre la seconde génération comment? Du moins sur les tendances inflationnistes autour du mil jaune dans l'extrême nord Cameroun, les populations tiennent pour principaux responsables les autorités administratives véreuses et clientélistes qui laissent la loi du marché imposer la famine et la misère aux populations
qui mangent désormais une fois par jour au lieu de 3 repas journaliers, comme ce fut encore le cas dans un passé récent. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Inom Senazi. Thank you, Nazin Hiambo. Good afternoon once more to you, viewers. Thanks for staying with us. A 60-year-old boy, Ichinda Cabral, who lives at Sabri Bonamusaji here in Douala, has taken away his own life for failing the 2020 BPC exam of the French subsystem of education. He gave up the ghost at about 10 p.m. yesterday after consuming a quantity of the toxic detergent commonly called eau de javel. He died on the way to the Lakentini hospital, and that was after some hospitals largely rejected receiving him for medical care, questioning that or doubting if he was free from the COVID-19, which has been claiming lives in the economic capital and other cities in Cameroon. We will be keeping you updated. And now we take you to Mulang, a locality in Bamenda, chief town of the northwest region of the country, where tension has characterized the neighborhood since the early hours of this Wednesday. That is due to military reinforcements as a result of a rescue soldier who was killed yesterday in an attack launched by separatist fighters, and the military have simply invaded the locality this morning, causing a lot of panic. Details with our correspondent Takan Frederick. There have been intensive shooting this morning around Mulang, a quarter in Bamenda. Some inhabitants told us that the army is busy hunting armed fighters who allegedly killed a soldier working with the army rescue unit yesterday. So the Mulang quarter in Bamenda 2 subdivision is witnessing since that yesterday several gunshots. Military have stormed the quarter in search of separatist fighters. Also, several bikes were burned around that area. Some store also. Some inhabitants are crying the excesses of the army during this operation. As speaking now, there is relative calm, but we are not able to move to Mulang. Other quarters in Bamenda are moving with their activities. Nkwen, Commercial Avenue, and Obstruction, and other areas are functioning well. I will stay in Bamenda to talk about children of separatist fighter General Alaji, who is on the run with his wife. The children are being taken care of by the government through the Ministry of Social Affairs, and he escaped after the military attacked their homes. He fled with the wife, abandoning the children, and General Valero has assured that the government will continue assisting the children abandoned by the separatist fighter General Alaji. Details with Mbostella. Like every parent sending out their child from home, much is expected. Brigadier General Carvalho, commander of the 5th Joint Military Region, sends off 17-year-old Sonita and 6-year-old Geraldine. And wish you a bright future and good luck, right? When you go study, you go to school, to make sure that you become a great big lady in this country, right? The 2 girls were captured from their home at Acheni, a locality in Bafut, during an operation codenamed Bafut 2. They are daughters of Ambazonian General Alaji, otherwise known as General Deadman. He is said to have escaped with his wife when soldiers stormed their residence during the operation in May 2020. The mission given to us by the President of the Republic is to protect and secure the population of the Northwest region. This is why, even knowing that those 2 children, their father is a non-terrorist, we said, let us take care of them. Since then, the girls have been under the care of the 5th Military Region. For the last, let's say, 3 months, we accommodated and fed
the two children while the investigation by the gendarmerie and also the social investigation was going on. Under normal circumstances, the girls will be in the care of the Delegation of Social Affairs. Madame Rebecca Nkwate, Northwest Regional Delegate for Social Affairs, says they are lucky the hierarchy of the military stepped in as their service lacks the appropriate facilities. We don't have all it takes to handle these children because the first main thing that they needed, if they were handed to me that same day, was space, a lodging. And because we don't have a center for children in distress in the Northwest region, we would have been handicapped. We have had cases that have come to us and we get stranded looking for where to place them. Today, the girls are happy to regain normal life. For a long time, Geraldine has not been in the company of her age mates. With the ongoing armed conflict in the Northwest region, Madame Rebecca is concerned about the well-being of internally displaced persons in particular, most of whom are in urgent need of support from her ministry. I've already launched an appeal to my minister and I think that they are trying to study it, but I want to launch an appeal to the Reconstruction Committee that in planning reconstruction in the Northwest, they should consider this need, not only a center for children in distress, but a center for persons in distress. Most of the IDPs, when they come to us and their first need is lodging, they are really handicapped. Sonita will be completing her training in hairdressing. She has been provided the basics to start with, while her sister will continue her education. There are 2 out of thousands affected as the crisis drags on in the English-speaking regions of Cameroon. Many have expressed their desire to see an end to violence which has brought hardship. A successful, peaceful demonstration staged by some traders at the Kumba main market in the Meme division of the southwest region of Cameroon has seen their shops reopened by the Kumba city mayor. That is upon the authorization of the senior divisional officer from the Meme division, Tondon Chamberlain. And yesterday, women moved to the office of the senior divisional officer, begging him to instruct for the unsealing of their shops as they were sealed, as they were respecting the usual ghost town days instituted by separatists every Mondays. Details in the following report by Immaculate Fogwe. The fight against Operation Ghost Town sends women to the streets in Kumba, Meme Division, southwest region of Cameroon. They are traders at the Kumba main market. Their shops and the market have remained closed for over a week. The city mayor shut down the market as a strategy to compel the traders to stop respecting Operation Ghost Town imposed by pro-independence fighters every Monday. And now they are saying enough is enough. Their families will not perish because of a problem they did not cause. Unable to enter the premises of the Kumba City Council, they marched to the palace of Fon Ekoko Mukete. In the absence of the paramount ruler of the Bafors, the angry women were received by his father, Senator Fon V.E. Mukete. He invited the city mayor for a consultation in view of solving the plight of the protesters. Think about yourself. Think about your family directly. Go unseal the stores. And the Kumba main market has been reopened.
the sealed shops unsealed. However, the City Council remains determined to put an end to the phenomenon of ghost town in Kumba. When I go open my stores there next week, As with that reports that we enter this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Nancy Yambo, see you tomorrow. Merci Innocent Nazé, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.